Radio 2M. Oui, entrez. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, le magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Et cette semaine, un gros coup de gueule face à la situation dramatique des migrants en ce moment à la frontière bélarusse, utilisés, instrumentalisés dans les négociations européennes. Actuellement, ils meurent de froid et tout le monde s'en fout. Nous reviendrons sur cette annonce qui fait polémique, la limite d'âge pour le concours des recrutements des enseignants, fixée à moins de 30 ans, incompréhension. Le ministre de l'Éducation nationale s'est expliqué cette semaine. La pandémie, loin de reculer, inquiète toujours autant. Les chiffres explosent en Europe, plus de 30 000 cas par jour en France. Les autorités marocaines décident de suspendre tous les vols vers la France et ce sera à compter de ce dimanche à minuit. Et pour les vols qui sont toujours opérationnels, c'est un véritable casse-tête pour les compagnies aériennes. Après la décision des autorités marocaines, un passager diagnostiqué Covid à son arrivée ne foulera pas le sol marocain et devra réembarquer illico. Une compagnie a déjà annulé tous ses vols vers le Maroc et du coup, les passagers annulent à leur tour leur séjour. Les professionnels du tourisme sont à bout. Pour beaucoup, c'est un véritable naufrage. Ce sera d'ailleurs le sujet que nous aborderons avec notre invité, Jalil Madih. Il est le directeur d'agence, de voyage et de transport touristique. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame. Bonjour toute seule. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Parfait. C'est un hebdo qui va être un peu avec beaucoup de coups de gueule cette semaine. Ouais. Il y a de la colère qui... ça grogne. C'est électrique. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai parce qu'on a tout rassemblé là et on va tout balancer aujourd'hui. Bah oui, il y a 2 semaines comme ça. Aujourd'hui, je serai extrêmement positif. Ah bon? Je vais vous Ça va étonner. nous faire du bien parce que franchement, Exactement. tu vas voir que Tu c'est seras pas bien le seul. c'est pas la joie. Allez, c'est parti. On débute comme chaque vendredi avec l'image de la semaine. Elle est cruelle, c'est une petite tombe, celle d'un bébé mort de froid aux portes de l'Europe. Il est devenu la plus jeune victime de la crise migratoire touchant la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ces dernières semaines, ce sont pas moins de 13 personnes qui ont succombé au froid dans la région. Pour rappel, quelques milliers de migrants, originaires principalement de Syrie, se trouvent en ce moment et depuis des semaines, par des températures glaciales, le long de la frontière polonaise du côté de la Biélorussie. C'est le billet et surtout le coup de gueule de cette semaine. Vous avez raison, continuez de fermer vos frontières. Ce qui compte pour vous, le pouvoir, la surenchère quitte à mettre des milliers de personnes en terre. La lutte contre la migration est devenue un slogan politique, pas un seul pour parler de leur situation dramatique. Les États doivent gérer seuls la lutte contre la migration clandestine, mais ce qui les intéresse, eux, c'est que les malheureux restent en sourdine. Aujourd'hui, on cherche à se faire élire en chassant le migrant, mais n'oubliez pas que vos bulletins de vote seront tachés de sang. Oui, parce que s'ils partent, ce n'est pas pour voler votre argent, mais avoir un minimum de dignité pour l'avenir de leurs enfants. Au lieu de vous entendre et trouver des accords et des solutions, vous préférez la haine, même la mort chez vous, ne suscite pas la moindre émotion. Les migrants ne doivent pas faire l'objet d'une instrumentalisation, mais d'une action d'urgence pour faire face à l'augmentation. Ayez au moins le courage de vous entendre pour éviter les drames humains, faute de quoi, vous aussi, vous aurez du sang sur les mains. C'était mon coup de gueule. Je sais, il est un peu hard pour débuter. Sans commentaire. Mais il est peut-être nécessaire parce que vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Ce sont des migrants utilisés. On fait du chantage entre États actuellement. Et eux, ils sont en train de crever de froid. Les températures sont des plus glaciales. Il neige. Il y a des bébés. Il y a des enfants. Pour la majorité, il s'agit de Syriens, me semble-t-il. Quelques Irakiens également. Moi, ça me fait penser au dérapage de Julien Audoul il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. À 3 reprises, le journaliste lui dit « Mais est-ce qu'il faut les laisser mourir de froid ?» Il répond « Oui » à 3 reprises avant de se rendre compte de son erreur. Et finalement, voilà, ça passe à une grandeur d'écoute. Et je suis sûre que c'est le cas dans d'autres pays aussi, puisque la France ne fait pas figure d'exception.
Et voilà où on en est Sauf qu'en aujourd'hui. France, on est en campagne électorale déjà pour Ouais. les présidentielles et que la migration est devenue le mot d'ordre avec chaque candidat qui brandit en fait la migration pour essayer de s'acheter des voix. Et donc c'est mort. Tout le monde s'en fout. C'est quand même assez dramatique. Tout le monde s'en fout et c'est la surenchère, celui qui va... Tout à fait. être Allez le encore plus- plus loin. Allez Dans la encore haine. plus loin. Allez, on enchaîne avec un œil sur le monde. Une livraison personnalisée, mais une livraison très particulière, ça paraît assez incroyable. Et pourtant, une compagnie avec chauffeur se lance vraiment dans une livraison très spéciale. Ça se passe au Canada. Eh oui, depuis 2018, la feuille de cannabis a remplacé celle de l'érable sur le drapeau canadien. Non, ça c'est pas vrai, mais c'est tout comme. Depuis 2018 donc, la patrie du Capitaine Swing, les seigneurs comprendront, n'est-ce pas Amine, a légalisé le cannabis. C'était bon pour tout le monde, du pancake béni, un business au vert, le Green Rush ou la rue est verte. Tout le monde veut son chichon certifié ISO. Même Snoop Dogg et l'ancien chef des forces de police de Toronto réclament une part de ce space cake qui coûte un bras long comme un subside. Plusieurs milliards de dollars. Mais comme la rue vers l'or des années 1850, eh bien, cette frénésie a eu l'effet d'un pétard mouillé. Les vapeurs se sont inversées, trop de cannabis tue le cannabis et donc la vente au détail part en fumée. Et c'est là, c'est la Cuber a eu cette idée de génie, parole de Jiffy, après les hamburgers et la poutine et les spiritueux qui nous rendent si spirituels, Uber Eats fait désormais dans le vegan. Uber Eats, livreur agréé de plantes euphorisantes. Oui, Uber Eats vous veut du bien. Mais attention, la belle plante n'est pas livrée à domicile. Tiens donc, vous venez donc vous déplacer chez le producteur Tokyo Smoke, le partenaire d'Uber Eats. Ils ont donc fumé le calumet de la paix qui font faire tourner au rythme des commandes. Et puis j'ai oublié aussi, comme l'époque le veut pour rouler un pet, passer via une application. Il paraît que cette pratique devrait donc lutter contre le marché illégal qui représente 40% des ventes de cannabis. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique tout ça. En attendant, moi, ce que je veux, c'est juste un bédo. Trudeau est d'accord, un pet et demain la fête. Une souris verte qui fumait de l'herbe. Je lui donne de la bebe, elle la donne à ces messieurs. Ces messieurs lui disent, on n'a plus de tease. Est-ce que Ça tu t'a- je en dis oui. as Ça t'a inspiré? Mais alors, il livre où? J'ai pas compris. Chez les points de vente, Ah, ils deviennent les livreurs Ouais, de Tokyo officiels des Smoke. points de vente. Moi, c'est la chute qui me tarabuste un petit peu. Pourquoi un pet et demain la fête? Pourquoi demain? Parce que j'ai envie de dire demain, parce que ça rimait bien. Ah, d'accord. ok. Sinon, ça collait pas. Ah, sinon, on doit attendre un jour. Un pet et la fête. Et non. la fête au feu blanc. La fête du... Non, Tout de suite, la et fête. demain la fête. Ok. Parce que quand tu fumes un pet, ça dure. Et elle est c'est vrai, je sais after. Tu sais pas, moi non plus. Avant que ça ne dégénère. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité pour parler de la crise que traversent actuellement les professionnels du tourisme. Notre invité ce vendredi est l'ancien vice-président de l'Association des agences de voyage à Casablanca. C'est le directeur d'une importante agence justement de voyage et de transport touristique. Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Jalil Madeh. L'invité. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci pour votre accueil. Merci à vous Merci nous de avoir vous être invités. déplacé jusqu'à notre studio. J'aimerais vous faire réagir juste quelques secondes avant que nous parlions de tourisme, puisque vous étiez en régie et vous suiviez. Quand vous voyez ce qui se passe un petit peu en Europe, des êtres humains qui sont servis pour, en termes de chantage, instrumentalisés, comment vous réagissez? Je pense vraiment que cette chose est une chose vraiment... C'est inhumain, d'abord. Et c'est inhumain de pouvoir profiter de la pauvreté, du désarroi de certaines personnes à des fins politiques, quel que soit le défunt, quel que soit le résultat que ces gens recherchent. Je pense que la communauté internationale et surtout l'Europe devrait prendre ce problème à bras le corps et trouver une solution pour ces gens-là, qu'ils puissent au moins vivre dignement, que ce soit en Europe ou ailleurs. On n'a pas le droit de laisser des gens à leur sort dans des forêts sans aide humanitaire, sans eau chaude, sans médicaments.
Je pense Vous vraiment avez que c'est parfaitement inhumain. raison parce que même en fait les ONG N'ont pas le droit, je humanitaires sais. n'ont Ouais. pas le droit Oui, de c'est- s'y rendre, ne serait-ce que pour leur donner la moindre couverture pour se réchauffer. On va parler du tourisme, du secteur du tourisme qui est au bord de l'implosion, comme l'a dit d'ailleurs récemment Hamid Benattar, le président de la Confédération nationale du tourisme. Mais en réalité, c'est important que vous nous le rappeliez, quand on parle de tourisme, on ne parle pas seulement ni des hôteliers, c'est toute une chaîne en réalité. Bah, vous savez, le tourisme est un grand vecteur d'emploi au Maroc et il y a tout un pan de l'économie marocaine. Combien de personnes d'ailleurs Plus de 2 travaillent millions de personnes travaillent dans le tourisme entre direct. Pardon, combien Plus de 2 millions entre directement et indirect. Nous avons tous les artisans dans les montagnes, les dames qui fabriquent les tapis, les gens qui travaillent dans le bois, les cafetans, le cuivre, les babouches. Tous ces gens-là sont pratiquement à l'arrêt. Hein. Leur seul revenu et complément de revenu était fabriquer de l'artisanat qui était acheté par les touristes. Aujourd'hui, malheureusement, ces touristes se font très rares. Les quelques-uns qui viennent de certains pays, voilà, mais ça reste au-delà de nos espérances et de ce que nous faisions avant. Aujourd'hui. Comment vous en sortez aujourd'hui, tous les professionnels, que ce soit les hôteliers, mais aussi au niveau des transports, il n'y a plus de salaire? Aujourd'hui, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Des drames familiaux ont eu lieu. Des gens qui ont dû déscolariser leurs enfants d'écoles privées dans des écoles publiques, des gens qui ont dû quitter leurs appartements parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, ils se sont rendus dans la famille, ceux qui ont de la chance d'avoir de la famille ou de la belle famille. Il y a eu des drames familiaux, des drames dont on ne parle pas, des gens qui sont dans un état psychologique et physique impensable. Et ils souffrent en silence, et tout le monde souffre en silence, et on attend. Il y a un attentisme qui s'est créé que on attend. On ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend. Alors, il y a eu des aides au début de la pandémie. Qu'en est-il aujourd'hui? Et certes, il y a eu des aides et on remercie vraiment infiniment le gouvernement et surtout Sa Majesté de nous avoir donné cette chance, mais malheureusement, C'est fini. ces aides ont été prévues pour 3 mois. Personne ne s'attendait à ce que cette crise dure aussi longtemps et perdure pratiquement, nous sommes à notre 2e année. Donc ces aides-là, certes, elles ont été très bénéfiques pour beaucoup d'entre nous, mais ça a duré 3 mois. Nous avons pu tirer la corde pendant 6 mois. On a emprunté, on a vendu ce qu'on pouvait vendre. Les gens se sont décarcassés pour pouvoir garder leur personnel et garder une certaine dignité à ces personnels, à l'autre personne, parce que nous avons une responsabilité morale vis-à-vis de ces gens-là. Donc nous ne pouvions pas nous permettre de les laisser tomber. Mais à un moment, le puits se tarit. Et là, vous avez vraiment des gens qui n'ont même plus de quoi acheter les médicaments, qui ont des maladies, leurs enfants, leurs femmes ont des maladies chroniques. Et on n'arrive plus, on est au bord du précipice. Maintenant, si on meurt, on est tranquille. Au moins, on est mort, on le sait. Mais là, on est en train d'agoniser. Et d'agoniser, croyez-moi, ce n'est pas facile. Parce que moi, je vois autour de moi des gens à qui on a retiré, on a saisi leur outil de travail. Je parle des transporteurs touristiques. Les sociétés de leasing avaient un moratoire, mais il y a 2-3 semaines, elles se sont mises à envoyer des mises en demeure. On enlève les autocars, les minibus, des gens on leur enlève leur outil de travail, leur espérance d'un avenir meilleur. Comment voulez-vous que ces gens-là, leur ressenti va être? Et qu'est-ce que vous répondent les autorités? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y a des réunions d'urgence? On imagine qu'au sein de la fédération, les associations, il doit y avoir des rencontres assez régulières. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits, il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises. On a saisi le CVE, on a saisi Madame la ministre qui est nouvellement arrivée. Malheureusement, il y a eu les élections avant, donc on attendait, il y a un nouveau gouvernement, on en espérait énormément, mais jusqu'à présent, c'est le statu quo. Attendez, nous allons faire. Attendez, ça va se faire. Mais pendant ce temps-là, Mais vous êtes plus en situation pendant ce d'attendre. temps-là, les gens doivent payer leur loyer, doivent payer leur nourriture au quotidien, doivent payer leurs écoles quand ils le peuvent, doivent vivre. On est arrivé à un moment, un tournant critique de la profession du tourisme. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, le tourisme israélien, mais bon, ce n'est pas 2 avions, 3 avions par semaine qui vont faire vivre tout un pays. Le marché local, certes, il est là, mais c'est quelques hôtels qui en profitent. Agadir, 60% des hôtels sont encore fermés. Marrakech. 60%. Oui. Il y a quelques hôtels qui tournent. Marrakech, 40 à 50% sont encore fermés. Il n'y a pas que les grands hôtels qui tournent. Il y a toutes les auberges, il y a les maisons d'hôtes. Nous travaillons à 15-20% de nos capacités. Et le peu que nous engrangeons, nous le donnons à notre personnel pour pouvoir survivre. Nous ne pouvons pas payer nos taxes, nous ne pouvons pas payer nos impôts, nous ne pouvons pas payer nos assurances. On est vraiment à l'agonie. Et croyez-moi, quand vous êtes à l'agonie pendant des mois,
ça vous joue sur le moral et sur votre santé. Oui, Salima. C'est bizarre parce qu'en fait, on a l'impression que tout a été fait par les autorités pour pouvoir reprendre, campagne de vaccination. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des contradictions entre volonté de reprendre et puis derrière, on vous bloque avec des mesures? Quel serait le scénario idéal à mettre en œuvre dans les prochains jours? Écoutez, madame, le scénario idéal, c'est de nous laisser travailler, nous retrousser les manches et nous laisser travailler. Bien entendu, tous en sauvegardant la santé de notre peuple et de notre population. Cela étant dit, comme l'ont fait beaucoup de pays, à l'instar du Maroc, ils avaient fermé, mais ils acceptent toute personne vaccinée, avec un pass vaccinal, que le vaccin a été fait jusqu'au bout, avec un test PCR, mais au moins qu'on nous donne la possibilité de travailler. Parce que les ports marocains sont encore fermés, ce qui fait le bonheur de tous nos ports concurrents, Malaga, Cadiz, Lisbonne, Marseille. Les incentives, les congrès, les séminaires, les grands événements ne peuvent venir au Maroc. Donc ils se font tous dans nos pays concurrents. Nous sommes en train d'offrir à nos concurrents des clients sur un plateau d'or, pas en argent. Et détruire les dizaines d'années d'investissements qui ont été faits dans ce sens-là aussi. Donc, et toute détruire... la valeur ajoutée qui a été créée auparavant, qui est en train de fondre comme neige au soleil. Ce n'est même pas que ça. On est en train de mettre en péril tout un pan de notre économie. Vous avez des milliers de personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme qui aujourd'hui ne voient pas l'avenir. En parlant de ces milliers de personnes, qu'est-ce que vous répondez, est-ce que vous corroborez le fait que de plus en plus de personnes quittent le secteur et que même dans le cas d'une reprise, on ne trouvera pas assez de personnes formées, on va dire, pour reprendre l'activité, sachant que ces personnes-là ont préféré aller faire autre chose et qu'elles ont abandonné le secteur du tourisme justement pour survivre et qu'elles ne comptent plus y retourner justement par peur d'une seconde fermeture et de se retrouver dans la même situation. Vous avez parfaitement raison. Parce que le tourisme, de longtemps, on a toujours pensé au lit, tout ce qui est matériel. Ouais, on a eu un gros problème de ressources humaines formées. Et si en plus les ressources humaines se mettent à déserter ce secteur-là, comment vous allez faire pour faire relancer la machine par la suite ? Vous avez parfaitement raison de soulever ce problème. Nous avions déjà un grand problème de ressources humaines avant Covid. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le métier parce qu'ils n'ont plus confiance en cette profession, ni en l'avenir. Nous n'avons aucune visibilité, ni à moyen, ni à court, ni à long terme. Et beaucoup de gens, de peur de revivre ce qu'ils ont vécu, préfèrent se reformer, faire des formations, se recycler dans d'autres métiers, que ce soit dans le médical, que ce soit dans la vente, que ce soit dans autre chose. Nous avons des chauffeurs qui avaient 2 minibus, ils sont partis, ils ont fait des cafés ambulants, là, vous voyez, voilà, parce que ils n'ont plus confiance. Mais ça va être un grand problème si reprise il y a et quand elle sera là. Yacine ? C'est une réflexion, c'est pas une question que je pose comme ça à l'antenne, tout en essayant de trouver des solutions pour le secteur, chose qu'il va falloir faire d'une manière très pragmatique et très rapidement pour sauver le secteur touristique. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment revoir complètement la stratégie économique du Maroc qui est basée sur ce tourisme-là et voir si peut-être ça reprend pas, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas laisser 2 millions de personnes comme ça dans la rue. Sur le carreau. Oui, on ne va pas laisser 2 millions de personnes dans la rue, mais c'est le cas aujourd'hui, parce que nous sommes, toute activité ayant attrait au tourisme est livrée à elle-même aujourd'hui. Que ce soit l'artisan, le guide, et pas les guides. Les guides, ils ne travaillent pas depuis 24 mois. Est-ce que l'un d'entre nous autour de cette table a assez d'argent de quoi vivre avec 0 entrée pendant 24 mois ? C'est impensable, on leur a donné un peu, mais c'est pas assez. Nous avons une urgence. L'urgence, c'est d'ouvrir les frontières, d'ouvrir les ports. Bien sûr, tout en sauvegardant. Donc ça veut dire ouvrir les ports, ouvrir ce que vous proposez. En fait, l'appel que vous lancez aujourd'hui, c'est de dire les personnes vaccinées seulement, sur présentation du pass sanitaire, le PCR qui reste en vigueur bien évidemment, comme le font d'autres pays. On voit par exemple ce qui se passe, vous parliez des ports, donc j'imagine que vous parlez des gros paquebots, des bateaux de croisière qui font escale partout. Tout à fait. Tanger ne vivait que de ça. Mais le hiatus, en fait, les problèmes qu'il y a par rapport à ça, c'est que c'est ce qu'on nous promettait avec la vaccination. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, je pense que c'est pas une demande qui émane de ce secteur-là qui tombe du ciel. L'idée, c'était on vaccine au maximum, on essaie d'atteindre un seuil acceptable pour pouvoir ouvrir et continuer à travailler. Comment est-ce qu'on explique justement qu'on est quasiment tout ouvert, sauf l'indépendant les plus importants avec l'agriculture de ce pays-là ? Et c'est ça où le problème se situe à mon avis. C'est que c'est pas quelque chose, c'est pas une demande ubuesque, c'est quelque chose qui était initialement prévu par notre gouvernement. On vaccine, le PCR et on ouvre. Et le pire, c'est que nous avons un des taux les plus hauts de vaccination mondialement.
Nous sommes parmi les meilleurs pays au monde. Nous sommes parmi les meilleurs élèves qui Non, sans langue de bois, votre explication à cette situation qui aujourd'hui tombe par an. Honnêtement. Je ne peux pas vous donner d'explication claire et nette parce que je ne suis pas dans les petits papiers Oui, mais vous avez un avis. Oui, je pense que trop de peur. Trop de précautions. Voilà, trop de précautions. Je comprends les pouvoirs publics qui veulent vraiment protéger notre population. Vous ne contestez pas les décisions, que ce soit les mesures sanitaires mises en place, pas du tout. Oui, mais à quel prix Aucunement. Et le patronat, il dit quoi par rapport à tout ça? La CGM fait ce qu'elle peut aussi, elle fait des écrits, elle a été saisie par nous-mêmes, elle a été saisie par la Fédération des agents de voyage, par la Fédération LAFNI des hôteliers, par la Fédération de transporteurs. Mais il faut un geste fort qui émane des plus hautes autorités de ce pays afin de pouvoir redonner un peu d'espoir à des milliers de personnes qui sont dans un désarroi. Je vous rappelle cette décision face à la montée des cas en Europe et plus particulièrement en France, qui franchit actuellement les 30 000 cas par jour. À compter de ce dimanche à minuit, les liaisons aériennes entre le Maroc et la France seront suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mais bien avant cette suspension, la difficulté aussi pour les compagnies aériennes après la décision des autorités marocaines de réembarquer des passagers qui, à leur arrivée, seraient testés positifs. Une compagnie aérienne a décidé de carrément annuler tous ses vols à destination du Maroc. Et ceux qui vont en pâtir en premier lieu, c'est bien évidemment tous les professionnels du tourisme. C'est tout simplement une aberration. Parce qu'aucun commandant de bord, je dis bien aucun commandant de bord, aucune compagnie aérienne dans le monde n'accepterait, en connaissance de cause, reprendre un passager Covid dans son avion. Je vais aller plus loin. Aucun passager ne va accepter de monter en sachant, même s'il ne le sait pas, il l'apprendra, de savoir qu'il y a un cas Covid dans un lieu totalement fermé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de vol. Oui, mais dans ce cas-là, on fait quoi? Qu'est-ce que vous préconisez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez des touristes qui soient qui confinés au Maroc. Qui soient confinés au Maroc. Mais quel est le risque qu'un passager testé? Monsieur m'a dit, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Non, c'est illégal. L'IATA interdit ça. L'Association internationale de l'aérien l'interdit. C'est pas faisable. Techniquement parlant, ce n'est pas faisable. Donc on en fait quoi, ces gens-là? Donc on les prend en charge et on les confine. Un test anti-hygiénique avant d'embarquer. J'aimerais répondre à Amine. Avant l'embarquement, mais une fois que ces gens-là débarquent sur nos terres. Mais quel est le risque qu'un passager? On peut leur faire signer un papier à l'embarquement dans leur pays d'origine, d'où ils arrivent. Écoutez, monsieur, si vous allez vers le Maroc et que vous êtes positif, vous devriez prendre en charge votre confinement dans un hôtel pendant 14 jours. Et basta. Comme ça se fait partout. Comme ça se fait dans le monde entier. Mais c'est une question de logique. C'est une réponse à ma question. Non, mais c'est vrai. Non, mais est-ce que tu imagines... Parce qu'aujourd'hui, on ne retient que ça. On interdit effectivement aux gens de débarquer et on doit les renvoyer dans le propre avion. Maintenant, il faut aussi poser une... On va aller plus loin parce que c'est le reportage de la semaine. Oui, mais je veux juste répondre à Yacine rapidement. Quelles sont les chances qu'un... Salut, il s'appelle Amine, lui. J'ai encore des cheveux. Quelles sont les chances... jeune. Quelles sont les chances qu'un passager testé négatif 48 heures plus tôt soit positif 24 heures ou 48 heures plus tard? Les chances sont minimes. On va continuer à parler du sujet, mais on va lancer juste le jingle du reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Le reportage de l'hebdo, tu t'es intéressé, tu as été un petit peu fouiné sur cette histoire pour essayer de comprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas clair. T'as beau fouiner, tu comprends rien. Tu comprends toujours rien. Un peu moyen. Donc l'annonce a fait... t'as pas fait ton boulot, quoi. Si, j'ai travaillé, mais bon... J'étais fatigué. Non. L'annonce a fait l'effet d'un tremblement de terre chez les voyagistes, les billettistes qui sont... Donc les voyagistes qui sont avant tout des billettistes, chez les passagers potentiels qui comptent ou comptaient visiter le royaume au cours des prochaines semaines, mais surtout chez les compagnies aériennes et en particulier une qui a pris une décision radicale, donc une compagnie britannique low cost, qui a décidé tout simplement de suspendre ses vols jusqu'en janvier prochain et non jusqu'au mois de décembre comme c'était initialement prévu, sans donner de raison officielle, mais c'est évidemment lié aux récentes mesures sanitaires prises dans les aéroports marocains. Les commerciaux de la compagnie au téléphone ne souhaitent pas... La dame qui m'a répondu au téléphone ne connaît pas la raison. La direction ne souhaite pas communiquer pour l'instant, mais c'est évidemment lié. Et c'est presque légitime, j'ai envie de dire. Coup de gueule ce soir. Oui, il y a une flambée de cas de contamination en Europe, qui est notre premier marché.
Oui, il faut protéger le pays d'une vague épidémique, mais à quel prix? Je vous pose la question. Toutes les décisions sont-elles bonnes à prendre? Comment imposer aux compagnies, ce que disait monsieur à l'instant, de rapatrier à leur charge sur un vol retour potentiellement plein un passager malade aux côtés de passagers en bonne santé? Je vous repose la question. Tu voyages Amine sur Paris, tu sais qu'à bord il y a un passager positif. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu le sais pas d'ailleurs, mais qu'il pourrait y en avoir un potentiellement. Que fais-tu? Très peu de chance parce que j'ai pas envie d'aller à Paris. Le problème est résolu. Non, mais c'est pas que Paris, c'est partout dans le monde. Oui, non, bien Tu sûr, voyages avec ta famille, est-ce que tu montes dans... La réponse dans la question, quand elle pose la question, elle sait très bien ce que je vais Légalement, répondre. on peut attaquer la compagnie si Monsieur Medjah, est-ce qu'un voyageur qui va monter peut attaquer la compagnie en disant « je ne voyagerai pas, je veux le remboursement de mon billet parce qu'il y a un cas Covid ». Ça s'appelle exactement mise en danger de La vie autrui. Voilà, c'est tout simplement, les Américains sont très forts pour ça, et les Anglais aussi d'ailleurs, et beaucoup d'autres pays. Donc, d'ailleurs, je vous expliquer, madame, techniquement, ce n'est pas possible qu'un passager Covid reparte dans un techniquement, avion. ce n'est pas possible, monsieur, le mais en commandant- même temps, il y a un communiqué qui est très clair là-dessus. Cela n'engage que et ceux une décision qui a été prise. Cela n'engage que ceux qui l'ont écrit, ce communiqué. Hein. Mais ce n'est pas réalisable. Voilà, la réglementation internationale est claire, et techniquement, ce n'est pas possible. Cette décision n'engage que ceux qui l'ont prise. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prenons une décision à l'échelle d'un État qui sont, au niveau de la loi, irréalisables. C'est-à-dire que quand on- C'est beaucoup plus. Il va beaucoup plus loin. Il te dit c'est illégal. Oui, non. Parce que illégal, donc irréalisable. C'est à la rigueur illégal. Je Non, mais ça pourrait être irréalisable parce que compliqué. ma prochaine question, c'est quand on sera face à un cas de figure similaire, qu'est-ce qui va se passer concrètement? L'avion restera cloué au sol, ne repartira pas. Parce que le commandant ne redécollera pas en sachant qu'il a un passager Covid dans son avion. Nous avons une compagnie C'est donc, tout, qui c'est décide de aussi ne simple plus que venir ça. au Maroc et d'autres Exactement. compagnies qui continuent qui de continuent de venir. venir mais qui risquent de ne pas vouloir reprendre le passager Exactement. Covid. On en fait quoi du Exactement. passager? Exactement. Bah là, à ce moment-là, il faut que ça arrive. hein. Et est-ce que tu es c'est arrivé formidable. à Alors- venir Hein Pardon. Pardon, Vas-y. Non, Juste pour avoir une idée du volume, pour le Maroc, hein, cette compagnie, elle connecte le royaume à plus de 15 villes européennes. Non, on peut la citer, c'est EasyJet. Oui, EasyJet. Voilà. Alors, il manquerait plus que Ryanair suive La même décision. Tu peux rappeler combien de passagers? Ça se compte en dizaines de milliers par mois. hein. C'est plus de 500 vols par mois environ. Et donc, c'est vous dire les pertes que cela représente pour les billetistes, les hôteliers et pour Mohamed Semlali, qui est à la tête de la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc. Cette décision a été prise, encore une fois, sans tenir compte de la souffrance de la profession. Écoutez-le. Rien que cette information fera en sorte à pousser ces gens-là à ne pas du tout penser venir au Maroc. Donc, c'est-à-dire que on s'attendait quand même à des décisions plus encourageantes et plus réfléchies pour solliciter la reprise du tourisme. Le secteur, qui représente environ 1600 agences réparties à travers le royaume, comptait sur les fêtes de fin d'année pour sortir un peu la tête de l'eau, tout le secteur du tourisme et pas que les billetistes. Et lorsqu'on demande à M. Semlali si cette décision est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien pas du tout. Cela fait 2 ans que nous survivons, me dit-il, et plus de 80% de ces agences sont aujourd'hui fermées. D'accord, on aimerait bien qu'il y ait une reprise, mais avec qui? Quand on sait que certains de nos marchés émetteurs, qui sont l'Allemagne, qui sont les Pays-Bas, qui sont l'Angleterre, sont fermés. Alors, de quelle reprise parle-t-on? Voilà, donc on se demande comment ces décisions sont prises. Moi, j'ai contacté 2 personnes au sein du comité scientifique. Potentiellement, ils pourraient revenir sur cette décision. On ne sait pas, affaire à suivre. Mais en tout cas, il semblerait bien que ce soit nécessaire. Alors, faut donner quand même l'effet boomerang de cette histoire, bien évidemment. Salima parlait des fêtes de fin d'année. Dès que la décision a été annoncée, eh bien, les annulations sont tombées. Tous les hôteliers, tous les voyages qui étaient payés d'avance, ton hôtel et tout le monde a commencé depuis quelques semaines, depuis l'annonce de EasyJet, à demander le remboursement. Imaginez le drame, là encore. Déjà qu'ils étaient au fond du trou, eh ben c'est encore pire. Tu voulais poser une question ? Donc, si j'ai bien compris, là, il y a une personne qui est testée positive à l'arrivée à Casablanca. On se pose la question si on la renvoie, on la garde. Non, on ne se pose pas la question. Pas la question, justement. Nous,
entre nous. Nous sommes en train de nous poser la question. Oui. Maintenant, les passagers qui étaient avec ce monsieur-là, on en fait quoi? Est-ce qu'après, ils sont confinés ou ça y est, ils sont lâchés dans la nature, sachant on ne sait pas s'il y a eu des... Enfin, c'est pas précisé dans le communiqué. Mais je suis désolé, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Ces milliers de passagers qui voulaient éventuellement venir passer leurs vacances au Maroc, vous ne pensez pas qu'ils ont déjà réservé en Turquie, ailleurs, en Espagne, en Grèce, en Thaïlande, au Portugal? C'est fini, les carottes sont cuites. La saison, elle est bousillée. Donc on ne vient pas dans 2 semaines nous dire « Ah ben non, on vous a réouvert ». Non, le mal est fait. Le mal est fait déjà depuis 22 mois et il est encore en train d'être fait. Là, vous nous dites clairement qu'il faudra 2, 3, 4 ans pour rétablir la confiance dans la destination. Écoutez, madame... Oui, parce que là, vous parlez de la confiance de la destination. Mais bien sûr, mais on parle de confiance. Quand les opérateurs perdent confiance sur une destination, croyez-moi, il est très difficile de la réacquérir. Nous avions des gens qui ont dépensé de l'argent. Il y a eu l'ONMT qui a fait un travail fabuleux en allant voir des tours opérateurs à travers l'Europe. Ils ont signé des contrats, etc. Ces gens-là ont préparé des brochures. Et un jour ou un autre, on dit « Ah, on ferme. On ferme l'Allemagne, on ferme l'Angleterre, on ferme la Hollande, on ferme la Russie. » Mais ces gens-là, il y a une perte de confiance. Maintenant, moi, j'appelle des partenaires étrangers. Ils me disent « Monsieur Madi, moi, je veux bien venir chez vous. Mais si je réserve des charters, si je mets des trucs en vente en ligne, si je prépare des programmes sur le Maroc, et dans 3 semaines, vous me dites « On ferme. » Qui va me rembourser, moi? Qui va m'aider? Parce que vous fermez sans crier garde. Vous l'avez rencontrée, vous, la nouvelle ministre du Tourisme? Je n'ai pas encore eu le plaisir ni l'honneur. Quel message, vous, puisque vous êtes à l'antenne aujourd'hui dans l'hebdo, quel message? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Moi, j'aurais envie de lui dire, s'il vous plaît, Madame la Ministre, faites quelque chose pour cette profession qui est en train de mourir. Nous sommes en perfusion. Bon, mais concrètement, c'est quelque chose, ça serait quoi? Non, mais justement, plus concrètement, ce quelque chose serait quoi? On en a parlé au milieu d'émission, au début d'émission. Faites rentrer les gens, ouvrez les frontières à toute personne vaccinée. Là, vous dites que même si on ouvre les frontières, la saison est morte. Donc là, concrètement, non, mais là, c'est fini. Il nous faut des aides concrètes. Il faut arrêter. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on remette l'aide qui a été promise et qui a été donnée pendant un certain temps à tout ce pan de l'économie. Toute entreprise qui n'a pas fait, aucune entreprise n'a fait même le tiers de ce qu'elle faisait avant. Peut-être quelques unités en bordure de mer qui ont eu la chance de tirer leur épingle du jeu juillet-août, mais la majorité n'ont pas travaillé. Donnez-nous des aides, donnez-nous un moratoire sur les crédits, pas que les crédits de nos entreprises, mais les crédits de nos employés qui n'arrivent plus à payer leur traite. Moi, j'ai un appartement, je n'ai pas payé la traite depuis 2 ans, depuis 18 mois. Voilà, parce que je préférais donner à mes employés que moi-même. Arrêtez les ATD. Le peu d'argent qui rentre dans des comptes, c'est pris par X, Y, Z, entreprises ou sociétés ou banques ou etc. Donnez-nous des aides, mettez-nous des moratoires, donnez-nous de la vision, donnez-nous de l'espoir. Mais de l'espoir, pas dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, on sera tous enterrés et c'est fini. Il y a une urgence vitale afin d'aider ces gens-là dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, mais rapidement. Vous restez avec nous, on va continuer à parler du sujet, mais on va parler aussi d'une toute autre polémique. Et Salima, elle va aller rejoindre le petit siège, la petite orange. Parce que, tu me vires. Non, je ne te vire pas, justement, tu restes avec nous parce qu'il y a un sujet sur lequel on va revenir. Une autre polémique qui a fait les gros titres cette semaine, la limite d'âge pour le concours des recrutements des enseignants. Elle a été fixée à moins de 30 ans. Incompréhension. Le ministre de l'Éducation s'est expliqué cette semaine et c'est la parlementeuse qui nous rejoint. Jingle. La parlementeuse. Bonjour Emel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Alors, le ministre de l'Éducation nationale s'est expliqué. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire exactement, nous donner les détails en fait de cette décision? Bien sûr, Fia, et comment? Alors, pour améliorer le recrutement des enseignants plutôt du public, le ministère de l'Éducation, Chakib Ben Moussa, il a entamé son mandat avec une décision très courageuse. En fait, il a réformé les conditions de recrutement des enseignants. Et parmi ces critères, une en particulier a suscité de nombreuses critiques, la limitation de l'âge maximum requis à 30 ans. Ce qui signifie que désormais, au Maroc, si tu as au-delà de 30 ans, clairement, tu ne peux pas passer le concours pour devenir enseignant. Le gouvernement se justifie en disant qu'il veut améliorer la qualité de l'enseignement. Donc pour cela, il doit entre autres recruter les meilleurs profils. Est-ce que cela signifie que les enseignants débutants ayant moins de 30 ans sont plus performants que les plus âgés? Ça, on ne le sait pas. Enfin bref, le gouvernement est trop exigeant. L'âge ne doit pas dépasser 30 ans alors qu'il allait auparavant jusqu'à 45 ans et plus. La condition aussi d'avoir un bac ou une licence avec mention,
qui n'existait pas non plus dans les précédents concours. Sachez que ces décisions ne passent pas du côté des étudiants, en général, notamment à Fès, des étudiants qui sont sortis manifester quelques heures après cette annonce contre cette nouvelle condition d'accès au concours. Le débat s'est également invité au Parlement lundi dernier où un député s'est exprimé sur le sujet. Écoutons-le. واش 30 عام الشرط ديال الكفاءة ديال العلم ديال المقدورة ديال التكوين يمكن نقولوا لا ليسونس بمونسيون يمكن نقولوا الباك مونسيون ولكن واش اللي عنده 30 عام ونهار ما قادرش يكون أستاذ لا سيد الوزير لا هذا إقصاء. Et voilà, donc vous l'avez entendu, hein, il défend clairement pas la décision, mais il défend les étudiants. Enfin, voilà. Et de mon côté, j'ai fait aussi un micro-trottoir auprès de jeunes étudiants marocains. Je leur ai demandé leur avis sur le sujet et ils sont unanimes. On les écoute. القرار ديال انهم يفرضوا التعليم غير بالنسبه للناس اللي عندهم 30 سنه فما اقل هو قرار بالنسبه لي قرار مجحف او ظالم ما عنده حتى شي صفه. كيف يعقل ان بزاف ديال الشباب المغربي اللي كيطلع انه يمارس مهنه التعليم ولا الشعبه ديالو ما كتخولوش انه يزاول مهنه اخرى ويجي قرار بحال هذا يقول لك الا كان عندك 30 عام او فما فوق فبالتالي انت ما عندكش الحق انك تمارس مهنه التعليم. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas du tout une décision fondée et ça n'a aucune justification. Donc pourquoi ? Parce que j'estime tout simplement que cela ne fera qu'augmenter le niveau de chômage, sachant que l'emploi au Maroc n'est pas le domaine le plus florissant. Donc ce serait vraiment un frein pour les étudiants d'aujourd'hui. Honnêtement, je suis contre la nouvelle loi ou parmi les حوايج اللي خاصهم يكونوا في هذه la nouvelle réforme du système éducatif marocain c'est qu'il faut ouvrir les portes لاي واحد اللي عنده un background اللي عنده un bagage اللي خارج par exemple le milieu de travail qui va enseigner une matière اللي غادي يكون فيها connaisseur حسن من le prof اللي غير on lui impose يقرا هذيك la matière tout court. Je suis contre هاد لا ديسيزيون ماشي معقول مازال عندنا حنا في البلاد ديالنا في المغرب ديالنا دي جون كيقراو باقيين كيقراو كيوجدوا الباكالوريا ديالهم وعمرهم فايت 30 عام وكيوجدوا الباك ديالهم ولو غيف ديالهم سي كيكونوا دي بروف باش تكون استاذ ما خاصكش تفوت 30 عام سي انجوست ما يمكنش حشومه. Tu as fini? Oui, presque. Il faut savoir aussi que c'est le même son de cloche dans les groupes sur Facebook des diplômés préparant les concours qui regrettent une décision qui est selon eux discriminatoire et qui va priver beaucoup parmi eux de leur droit de l'emploi dans le secteur de l'éducation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, juste une question. Est-ce que ce ne serait pas aussi peut-être une bonne décision pour privilégier les jeunes, leur donner la possibilité oui, mais d'un autre côté, on exclut... qu'ils soient prioritaires par rapport à la formation pour le recrutement d'enseignants. Oui, mais il y a quand même un côté... Parce que ces jeunes, il y en a beaucoup qui restent sur le carreau. Est-ce que ce ne serait pas aussi leur donner la priorité à eux et leur donner toute la chance, privilégier les jeunes, quoi, tout simplement. C'est mauvais aussi de privilégier, c'est de la discrimination, pardon, parce que on va négliger quand même une grande partie. Il y a une jeune qui était sur le micro-trottoir, elle a dit qu'il y a des personnes qui, à l'âge de 40, 50, 60 ans, passent leur bac. C'est-à-dire qu'eux, en fait, on va les priver d'enseigner en fait plus tard. Je trouve ça quand même discriminatoire. Oui. En fait, pour moi, la problématique, c'est pas de changer un peu l'âge d'accès à ce concours-là, parce que des grandes écoles d'ingénieurs au Maroc, l'âge est spécifié. Par exemple, l'EMI, c'est 22 ans ou 23 ans. Le souci, il n'est pas là. Moi, c'est les annonces à la dernière minute, parce que c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu. Mon oncle a un hôtel et la demoiselle qui gérait en fait la réception a démissionné pour aller se consacrer pendant un mois à la préparation de ce concours-là. Après la démission, on lui a annoncé en fait qu'elle pouvait même pas concourir. Plus. Donc elle était là, elle pouvait pas revenir à l'hôtel. Elle se retrouve, on a un chômeur entre les deux. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est les annonces à la dernière minute, c'est des annonces qui sont très importantes. Je pense que le gouvernement doit laisser courir en fait le bruit que peut-être on va changer, modifier l'âge, mais pas venir comme ça annoncer le truc à la dernière minute. Non, mais je pense que c'est une décision qui doit être revue dans tous les cas parce que ça n'a aucun sens. En tout cas, pas il y a logique. eu l'explication du ministre cette semaine en disant, effectivement, tu l'as rappelé, l'école de qualité, mais pas simplement. Ce qu'il dit aussi, c'est que les jeunes sont plus réceptifs à la formation et deviendraient de ce fait des enseignants plus efficaces. C'est-à-dire que si tu as 31 ans, t'es moins réceptif qu'un mec qui a 30 ans ? Non, bien sûr que non. Ouais, mais il faut recadrer un peu le débat. Il faut savoir que c'est une décision ministérielle et pas légale. Non, mais c'est alors, messieurs, dames... mais parce que c'est très important, parce que cette loi, non mais c'est vraiment important. Il faut savoir que le problème d'éducation traîne depuis maintenant 4 décennies.
il y avait Feu Hassan II avait mis en place ce qu'on appelle la COSEF à l'époque, qui avait travaillé sur un super rapport qui avait été livré au début des années 90, au milieu des années 90, parce qu'il avait été mis en place vers 90-91. Et en fait, la réforme de la loi sur l'éducation a commencé qu'en 98, 4-5 ans plus tard. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais réussi à trouver la bonne solution. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans l'éducation, et notamment la mise en adéquation des infrastructures, parce qu'on a un problème infrastructurel avant d'avoir un problème humain. Mais il faut ça, pour revenir à la loi d'aujourd'hui, c'est une loi ministérielle, c'est une décision ministérielle qui est anticonstitutionnelle. La loi sur la fonction publique, c'est dit 40 ans, pas 30 ans. Déjà là, il y a un hiatus entre la décision du ministre et ce que dit la loi. Donc déjà, aujourd'hui, on devrait arrêter le débat à ce niveau-là. C'est-à-dire ce que propose ce ministre est irréalisable si on en tient compte de la loi marocaine. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense aussi que 30 ans n'est pour moi pas un critère de qualité, alors qu'aujourd'hui, comme le disait le député, je suis entièrement d'accord avec lui, le vrai problème de l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est pas l'âge, c'est surtout ce qu'on enseigne à nos enfants et comment on va le faire. Alors aujourd'hui, qu'on le fasse à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans, moi je pense que c'est un faux problème. Qu'en pensez-vous? Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge pour être un bon professeur. Et pour être un mauvais aussi. Exactement. Oui, exactement. Ou être un mauvais. Moi, j'ai un ami qui m'est très cher, qui était ingénieur informaticien pendant des années. Et à 45 ans, 50 ans, il a décidé de devenir prof de philo et de français. Et bien, il est un excellent prof de philo et de français, aimé par son école. Et tout le monde l'adore. Et voilà. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge. C'est le mérite qui compte. C'est le mérite. Et la légalité aussi. Et la légalité, voilà. On va voir ce qui sera annoncé dans les prochains jours, parce que c'est vrai que la colère gronde et que ça ne redescend pas. Elle gronde beaucoup dans cette émission en tout cas. Oui, on vous a dit que c'est que des coups de gueule. On est hyper en colère. Avec ma chronique sportive toute mais justement, on va se remonter le moral. Le sport, ça compte dans votre vie? Bien entendu, bien entendu. Genre juste en parlant ou juste en rêvant ou juste devant l'écran? Les enfants en font beaucoup. Ce fut un temps où on avait le moral, encore une fois, et la santé de le faire. Mais ça remonte le moral, vous savez, le sport. Oui, je sais. D'ailleurs, il faudra que je m'y remette. Tout comme les bons résultats sportifs. Exactement. Et bien, on va se remonter le moral. Allez. Il n'y a rien, ça joue. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Sur le terrain, vite fait, tu vas nous remonter... Attends. Tu vas nous le remonter le moral. Je la fasse longue ou je la fais courte. J'avais envie de vous dire aujourd'hui, les amis, souriez parce que malgré le ou la Covid, c'est selon, malgré donc la crise mondiale et les crises de nerfs, la hausse des prix, la baisse des revenus, la hausse des soucis, la baisse des morales, contre vents et marées, contre les pisse vinaigres, mais sachez les amis, tous autour de cette table, qu'on vit actuellement un âge d'or du sport marocain et plus particulièrement du foot marocain, qu'il soit masculin comme féminin. Petit clin d'œil à Tilila demain. Et donc, à moins d'être complètement hermétique à ce sport, comme certaines personnes ici présentes, à ma gauche, de sexe féminin, et dirigeant brillamment cette glorieuse émission, il ne vous aura pas échappé à quel point nous enchaînons les belles performances actuellement. Donc, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on se présente le 30 novembre prochain à la Coupe Arabe des Nations au Qatar dans un joli costume de favori pour cette compétition qui va donc se dérouler jusqu'au 18 décembre. J'en profite pour faire la promotion de tous les événements sportifs à venir. Voilà. Donc, en fait, cette équipe qui va être composée de joueurs de Botola local et renforcée aussi de professionnels dans les pays arabes est la preuve que nous savons encore former des joueurs de qualité et les valoriser dans des clubs performants au niveau arabe et continental. Et là, je pense à 2-3 clubs marocains qui sont donc le WAC, le Raja et Berkane plus particulièrement ces 5 dernières années. Surtout le Raja. Tu avais une occasion de te taire, tu l'as raté. Voilà, il fallait que tu dises une bêtise. C'est fait, Yassine. Donc, je rappelle qu'on va ici présenter en tant que double détenteur du CHAN, ou championnat d'Afrique des Nations pour Fthia, ce qui paraît. Et qui dit CHAN ne dit pas Cannes, parce que la Cannes, Fthia, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, on va également y être. Tu sais que je le sais, ça. J'y crois moyen. Ah, si tu le jures dans sa soeur. Il a qu'à te réfléchir, c'est que je peux pas. Oui, il me croit jamais. Non, mais je te crois. Même maintenant qu'il réfléchit, je te crois. Donc la CAN, je disais, où sera également présent du 9 janvier au 6 février prochain. Un peu moins favori, mais relativement bien placé dans cette compétition, en fait, qui nous a très très peu souri depuis qu'on y participe, en fait, avec un seul titre qui a été difficilement arraché en 76 en Éthiopie, et depuis, franchement, pas grand-chose. Peut-être que ça sera la bonne cette fois-ci avec Vaïd, qui c'est le nouveau sélectionneur. Ce sergent-chef, Yassine, droit comme un i, qui privilégie la discipline, la rigueur et l'efficacité comme Fthia, à l'impertinence, la légèreté et l'excentricité. Donc avec lui, je vais quand même rappeler que nous sommes désormais classés au 26e rang FIFA des meilleures équipes du monde, second africain et premier arabe. Suivez mon regard, cher Yassine. Ce qui est en soi une sacrée performance qui nous met dans de bonnes dispositions quant au tirage au sort du match barrage pour la Coupe du Monde au Qatar qui va avoir lieu, le tirage au sort, à la mi-décembre.
Tout ça, c'était en fait pour vous donner des kind Ouais, un reminders par rendez-vous. rapport. Voilà, En fait, honnêtement, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si cette débauche de performance emplit le cœur et l'esprit de joie, il y en a à mon sens une autre qui personnellement me fait encore davantage plaisir. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 semaines, je vous parlais en fait de l'équipe féminine des phares Ouais. qui Oui. participe à la première ligue des champions africaines. Et bien, figurez-vous qu'elle a fini 3e de la compétition avec 4 de ses joueuses dans l'équipe type du tournoi. Et tout ça en fait dans un relatif anonymat, à mon sens, chez nous, à un moment où il sera, je pense, vraiment temps de subventionner convenablement, promouvoir efficacement et installer durablement le foot féminin au Maroc. La FIFA l'appelle de ses voeux, notre fédération de foot aussi, mais nos dirigeants de clubs préfèrent, sournoisant, tout miser sur leurs équipes masculines, même les subventions initialement destinées à la section femmes. Ça c'est scandaleux et je pense qu'on devrait y revenir en détail. Sinon, cette finale de la Ligue des champions féminines dont je vous parlais a été dirigée par une Marocaine, l'arbitre Bouchra Kerboubi. Donc cette grande dame que vous voyez à l'écran est également inspectrice de police dans la vie civile. Et la semaine prochaine, je vous promets, je vous raconte sa formidable histoire. Merci. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais bien juste Alors, rebondir. il a fait sa chronique, vous savez. Ouais. Tu as entendu? Non? De- En tapotant du pied. Il l'a rythmé. C'est vrai? Oui. Je m'en étais même pas rendu compte. Ah bah si, tu vois. Moi, je vois tout et Yacine. j'entends Moi, tout. je suis un peu déçu parce que tu es passé à côté d'une information. Je m'attendais à ce que tu en J'ai parles. 1 milliard de choses à dire, mais bon. C'est je l'ai pas Jürgen lu. Klopp, Ah oui, non, l'entraîneur mais moi, tu sais, moi, tout ce de- qui se passe outrement, outre frontière pour l'instant, Jürgen Klopp, Benzema qui a été condamné à 1 an de prison avec Non, mais là, sursis. parce qu'il a parlé de la CAN, de la Coupe d'Afrique, qu'il a désigné comme une petite compétition. Enfin, Non, ça, c'est un problème qui se pose depuis des années aujourd'hui entre les clubs africains et les sélections africaines avec les clubs mais européens. de le dire comme ça dans qui une rechignent. conférence de presse. Ah non, mais aujourd'hui, ouais, je trouve que les Européens ont atteint un niveau on va dire, de face rouge. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y a une info qui t'aurait bien plu parce qu'il y a 1 semaine et demie, il y a eu le retour du public dans les stades de futsal. Je sais pas si oui, t'es au courant effectivement, pour à le match. Lyon pour un c'est seul match important. amical, mais bon, oui, non, c'est important, mais pour moi pas C'est assez. déjà tant que... oui, C'est bien un beau évidemment. match en plus. Tout comme- Mais je suis Maroc-Brésil. Vas-y, hyper. effectivement. Non, mais t'as Vas-y. raison, Rimel. Non, mais c'est Parce vrai. que je suis hyper étonnée. T'as pas cette semaine parce que chaque semaine, il appelle les autorités à rouvrir les stades. Honnêtement, je voulais le faire, très honnêtement. Mais après, je me suis dit, face à ce que vit aujourd'hui le tourisme, je vais quand même Ben, ça leur ferait m'abstenir. peut-être du bien, Mais leur très, très offrir honnêtement. Ah oui, non, mais dans des ce places. cas-là, si vous le permettez, ouvrez-nous Ouvrez les les stades, stades. s'il vous plaît. On veut retourner voir les. Je veux emmener. Et donner de l'argent au tourisme. Et donner de Ouvrir l'argent pas au que le tourisme, stade, c'est encore plus ouvrir le important. pays. Voilà, effectivement. Parce que il faut vraiment. Non, mais je suis ouvrir le entièrement pays, d'accord. parce que- Aujourd'hui, on attend. Qu'est-ce qui pourrait Sauver l'amour oui aussi parce que c'est important, mais qu'est-ce qui pourrait dans ce scénario des plus sombres pour aider? Est-ce que nous, citoyens marocains, on peut faire quelque chose pour les professionnels du tourisme? Parce que beaucoup vont ailleurs passer leurs vacances. On a vu durant cet été les appels au voyage privilégier le Maroc. Je vous pose cette question parce que je sais que vous avez une autre casquette, transporteur touristique, agence de voyage, mais vous êtes aussi le consul honoraire de Malte à Casablanca. Oui. Est-ce que vous êtes inondé de demandes de visa actuellement, juste pour mesurer si les Marocains ont l'intention de passer leur fête de fin d'année et privilégier le tourisme national ou pas? Franchement. Alors, beaucoup de gens m'appellent pour obtenir des visas. Comme vous savez que Malte fait partie de l'espace Schengen et de Espace l'Europe. Schengen. Donc le consulat général sera ouvert à partir du mois de janvier. Bon, nous avons pris quand même quelques mois de retard. Donc nous serons ouverts pour délivrer des visas aux Marocains à partir du mois de janvier. Et vous êtes Mi-janvier. inondé de On a demandes. beaucoup d'appels, vu que beaucoup de gens ont des problèmes à avoir des rendez-vous, soit c'est chez nos confrères d'autres pays européens de la place. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en passant par les intermédiaires et en payant très cher, vous n'aurez aucun problème pour avoir un rendez-vous. Il faut le dire clairement à la radio. Aidez-moi, j'en cherche pour des amis. C'est pas forcément légal, c'est pas forcément Non, moral. alors on va peut-être pas en Mais parler. aujourd'hui- Donc, Tu vois ce non, qui on va est pas en illégal. parler. Mais il faut le dénoncer. Oui, il faut le dénoncer. certes, Moi, je vais oui. pour dénoncer. Hein. Oui, Je oui. j'en fais pas la d'accord, promo. ok. Hein. J'en fais pas la promo. ok, Je dénonce. ok. Mais Ça c'est sentait clairement- le vécu, ça sentait le vécu. Ah non, du tout, du tout. Revenons à notre sujet. J'ai même Beaucoup de pas de gens passeport. veulent passer leurs vacances à l'étranger et la Turquie est en train de faire un malheur. Sans visa. La Turquie est en train de faire un malheur. Les vols sont pleins de Marrakech et de Casa. Beaucoup de Marocains se rendent en Turquie parce que malheureusement ils n'ont pas de visa européen. Et ça, même s'ils y ont droit, il n'y a pas de rendez-vous. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Par contre, beaucoup de gens veulent aller à l'étranger pour les vacances. Mais aussi, nous Beaucoup avons en Amérique du Sud aussi. Pas de visa. Exactement. Mais grâce à Dieu, nous avons beaucoup de Marocains qui aussi demandent à rester au Maroc, Maroc. contribuer
Merci, merci madame aussi, donc contribuer un petit peu à l'économie et aider les hôteliers. En même temps, on ne pouvait pas sortir. Oui, aider les hôteliers. Non, maintenant on peut sortir. Revenons à ce que je disais tout à l'heure aussi, le personnel du tourisme ont du mal à se soigner aujourd'hui. Parce que les salaires ne sont pas versés, ils ne sont pas déclarés à la CNSS. Que Madame la touriste, vous m'avez demandé qu'est-ce que je pouvais demander à Madame la touriste. Oui, vous Madame avez coupé, vous avez vu. Hein. Je vous promets, allez-y avec votre message. En fait, ce que vous voulez dire, Amine, non, répétez-le parce que je suis en train de parler en même temps que vous, on n'entendra pas. Quel est le message? En fait, ce que voulait vous dire Amine tout à l'heure, parce que je blague, concrètement, quoi. Précisément. Qu'on nous donne les choses vitales de la vie. Des milliers de personnes aujourd'hui sont sans couverture sociale parce qu'ils ne sont pas payés par leurs employeurs, qui n'ont pas les moyens de les payer, que ce soit dans tous les pans de l'industrie du tourisme. Ces gens-là n'ont pas accès aux médicaments. Ces gens-là n'ont pas accès au remboursement de leurs soins. C'est un drame. Ces gens-là, il y a beaucoup d'agences qui n'arrivent plus à payer leur personnel. Donc, du coup, la CNSS arrête les prestations. Mais qu'on trouve une solution à ces gens-là. Le minimum, la santé. Nous avons des cas des gens qui ont des maladies chroniques, qui ont besoin de médicaments, vu que leurs patrons ne peuvent plus les payer parce que leurs hôtels sont fermés, leurs agents sont fermés. Donc ce que vous aimeriez dire à la ministre, c'est déjà au moins, on sait que on va pas tout bouleverser, mais au moins sur le secteur médical, que ce personnel-là soit accompagné. Au moins qu'on leur donne un moratoire, qu'on leur dise soignez-les, donnez-leur les médicaments, même s'ils ne payent pas, même s'ils ne cotisent pas à la CNSS comme nous devrions le faire, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens de le faire. C'est pas qu'elles ne veulent pas, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est on ne peut pas faire. Ça d'une part, et bien sûr remettre en place les aides de 2000 dirhams, ça permet de manger au quotidien, ça permet de ne pas aller faire la manche, ça permet de ne pas errer dans les rues en te disant comment je vais rapporter quelques pains à mes enfants. Mais il y a des cas comme ça, madame. Il y a des cas, on n'en parle pas, mais il y a des dizaines de gens qui se lèvent le matin et qui disent qu'est-ce que je vais ramener à mes enfants à manger. Donc les 2000 dirhams, c'est quelque chose d'important. Maintenant, urgemment, la santé, que les gens qui ne sont pas à jour de leur CNSS et qui travaillent dans le domaine du tourisme soient acceptés dans les cliniques de l'État, qu'on leur rembourse leurs médicaments, et bien sûr faire un moratoire sur toutes les taxes, tous les impôts et tous les crédits dus au secteur, parce que c'est un marasme qui se prépare. C'est une catastrophe, vraiment, c'est une catastrophe humanitaire sur laquelle nous sommes dedans. Hein. On ne va pas y arriver, on est dedans. Voilà. On va se faire un petit peu de bien. Bien après sûr, le sport. avec plaisir. Quand vous n'avez pas le moral, vous écoutez un peu de musique. J'adore ça. Tout le temps. Très souvent. Alors, il y a quelqu'un qui nous cherche des petites pépites toutes les semaines. Il faut s'attendre au pire quelquefois, mais je ne sais pas. Cette semaine, je ne sais pas. J'ai pas... La pépite de Yacine Tabouktir. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Vous vous rappelez tout à l'heure, Madame Laouni, quand on s'est parlé, on s'est dit bonjour, j'ai dit, moi, le mot d'ordre, aujourd'hui, c'est le minimalisme. Donc, c'est une pépite minimalisme. La pépite d'aujourd'hui est très spéciale parce qu'elle est light. Oui, messieurs, dames, 0% prétention. Il n'y a pas de je vais vous faire découvrir un truc de malade, genre les chants soufis du Pakistan, les musiques des ports grecs ou qu'est-ce. Non, c'est une pépite one again, beast to fly, comme disent les jeunes. Et la raison est très simple. À quoi sert la musique? Vous avez 2 heures. On peut essayer d'énumérer les différents rôles comme la découverte du monde, la découverte de soi, la découverte de l'autre, la découverte des émotions, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, mais aussi des vertus thérapeutiques applicables même aux plantes et aux animaux. Et en ces temps de grisaille, on va avoir plus tendance à écouter du blues ou des chansons mélancoliques. Et ben de mon côté, j'ai préféré vous soutirer un petit sourire avec cette chanson sketch de Gad Elmaleh sortie en 2002 et qui perso me met dans un état euphorique et gaulerie comme disent les jeunes. It's Kiss My Life de Gad Elmaleh. It is good that's but to me, and his bread is like to see. When in creed afraid to skip a bird, and when I know is wrong to bleed, and let the geeks to me. But it is great as like to see. Bredas after scribble. But when I know this crowd's bro, attention, it scares my life. Ah bah si, le refrain quand même. Juste le petit bout de refrain. Et life is life, la 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 la. It scares my life, oh my life. Life is life, la la la. Merci, c'est vrai que ça fait... on en avait besoin en fait de terminer sur une note un peu positive. Ça fait du bien de sourire et donc de la bonne musique, vraiment. Ça fait du bien, au moral. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tout plaisir Jaïma. pour Je moi. rappelle que vous êtes
directeur d'agence de voyage. Le nom de votre agence ? Alizé Travel. Et vous travaillez beaucoup. Vous travaillez, je vais le mettre à l'imparfait, justement pour les croisières. Entre notamment. autres, les incentives, les congrès, les séminaires, les croisières aussi, énormément. Nous arrivions à faire 500 000 passagers par an à l'époque d'or. C'est plus d'un demi-million. Et zéro. Exact. On a entendu parler d'une grève des transporteurs dans le secteur du tourisme. Elle est réelle, cette grève? On a appelé, Oui. on nous a dit que non pour le moment, mais qu'il y avait des négociations en cours. Il y a eu plusieurs grèves faites par une fédération des transporteurs touristiques, que ce soit à Marrakech, etc. Donc il y a plusieurs grèves, il y a plusieurs piquets qui ont été faits, il y a plusieurs actions qui ont été faites par diverses fédérations. Nous, c'est la fédération CGM, bien sûr, la FNTT. Nous ne voulons pas faire grève, madame. On n'est pas là pour faire la grève, on est là pour travailler. Nous voulons redonner espoir à notre secteur. Et il faut que les pouvoirs publics nous aident, il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, qui sont dans le désarroi total et qui ont des montagnes sur les épaules et qui n'arrivent pas à les surmonter. Nous avons besoin de leurs aides, nous avons besoin de leur support, nous avons besoin de leur vision éclairée afin qu'on y arrive. Ça ne va pas être facile, ça va coûter de l'argent, mais l'Europe a dépensé des milliards pour sauver des vies humaines, des emplois et des entreprises. On espère vraiment que le message sera entendu et on vous promet une chose sur ce plateau, c'est que nous reviendrons régulièrement sur le sujet, mais aussi pour entendre justement des transporteurs, pas que des dirigeants que nous accueillons et des présidents d'organismes, mais avoir ce petit personnel, si je peux me permettre cette expression, ceux qui souffrent au quotidien. Merci en tout cas de tout ce que vous avez relayé pour eux et de transmettre haut et fort leur mal-être actuel. C'est un devoir, madame, c'est un devoir et c'est une obligation et c'est un devoir moral. Merci encore, merci à tous, merci à vous de nous avoir supportés. On revient malheureusement la semaine prochaine, à vendredi. Ciao. And his prettiest likes to see waiting queen afraid to skip a bird and when I know it's wrong to bleed and let it get to me but it is queen as likes to see breeders after scribbler but when I know it's crown, I'll spread